Salut Nina. Hello. Comment vas-tu ? Trop contente d'être là. Mais ouais, ça me fait trop plaisir. Et donc pour celles qui vont regarder la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, juste allez voir pour voir la tenue de Nina. C'est juste un truc de ouf. Voilà. Tu es en rose, c'est incroyable. Je suis en rose. Pour aller avec ton magnifique setup rose, le wagon bar. Très contente d'être là. Assortie, tu vois, en plus au setup. Cette journée était faite pour démarrer comme ça. C'est trop parfait. Tu es wonderful. Tu es très belle en rose. Franchement, à refaire, à réitérer cette histoire de couleurs sur toi, etc. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est une nouveauté pour moi aussi de mettre de la couleur. Je suis plutôt ambiance sobre, noir, rouge, marron. T'as pas mal de rouge aussi, non ? Un peu de rouge. En fait, en réalité, rouge, c'est plus ma marque personnelle, mais j'ai très peu de couleurs de manière générale. Je suis plutôt du genre à mettre des trucs sobres et pas de couleurs. Peut-être rapport au corps, tu sais, genre au poids, machin, tu sais, les couleurs, les trucs. Toujours mettre des trucs noirs, sombres, qui amincissent. Putain, d'accord. J'ai toujours eu des problèmes un peu de poids dans ma vie et je pense que c'est aussi lié à ça. Et donc, j'ai pris l'habitude de me mettre en noir, en marron et tout. Et maintenant, voilà, j'explore des couleurs, je sors de ma zone de confort et je kiffe. Donc, merci. Trop bien. Ma chère Nina, donc vous allez le voir les filles, Nina, elle a un parcours de ouf et ça fait longtemps que je voulais un petit peu comprendre justement ce parcours, par quoi t'es passée. Je sais que t'as fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, donc j'ai vraiment hâte de comprendre ton chemin, ton process. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, pour que les filles sachent qui tu es ? Tout à fait. Alors, je m'appelle Nina Ramen. Comme les ramen, hein. Ça s'écrit pareil. C'est mon vrai nom. Je suis une femme. J'ai Absolument. 33 ans. J'ai un enfant qui a 2 ans. À part ça, je suis entrepreneuse. J'ai grandi dans un environnement parisien, plutôt bourgeois. Je suis une femme cis, hétéro, non blanche, racisée. Et voilà, globalement, ça c'est pour l'humaine que je suis. Et sinon, dans la vie, j'ai mon entreprise qui s'appelle Ramène ta fraise. J'adore. Magnifique jeu de mots, voilà, qui a été créé par la communauté. Donc, mon métier chez Ramène ta fraise, c'est d'être directrice générale de cette entreprise qui aide les femmes à prendre la parole dans les environnements professionnels et notamment sur LinkedIn. Donc, on aide les entrepreneuses à être plus visibles sur LinkedIn pour driver des opportunités business. Donc, faire en sorte que des clients les contactent, faire en sorte d'être identifiées comme des meneuses et des leaders d'opinion dans ce qu'elles font. Et au-delà de ça, simplement avoir des clientes. Parce qu'on sait, quand on est une femme, en fait, on se met beaucoup de barrières. Les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent que les hommes en entreprise. Tu vois. À la cour de récré, ce qui occupe tout le terrain, tu vois. Toute la cour de récré, c'est le terrain de foot. Et les filles, elles sont dans les coins, elles jouent à la marelle, elles prennent très peu de place. J'avais jamais pensé à ça. Tu vois. Et en fait, ce truc-là, cette idée de prendre peu de place, d'être peu exposée, finalement, c'est quelque chose qui est créé depuis qu'on est petite. On n'ose pas prendre notre place, on n'ose pas prendre la parole. Et ça, c'est un handicap quand on est entrepreneuse, parce qu'en fait, moins on est visible, moins on a d'opportunités business. Donc, mon métier, c'est d'aider les femmes à être plus visibles, parce que plus on est visible, plus on est reconnu, plus on a d'opportunités, plus on est riche, et plus on est riche, plus on est libre dans un monde où la majorité des pauvres sont des femmes et où les femmes gagnent encore 26% de moins que les hommes. Je pense qu'on en a besoin. Tellement. Putain, quelle belle présentation. C'est bon, le podcast peut s'arrêter ici, c'était parfait. Devant toi, Nina, t'as un petit truc pour toi, un petit message. Alors en fait, je t'explique, on a un petit rituel, c'est que chaque invité écrit un message pour la suivante. Donc on lui donne juste le prénom, mais elle ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, et elle t'écrit ce qu'elle veut. Ça peut être une question, ça peut être une phrase, ça peut être ce qu'elle veut. Donc là, derrière en fait ce petit papier rose, quand tu vas le retourner, tu auras un petit message. Est-ce que tu pourras le lire et me dire ce que tu en retiens, à quoi ça te fait penser ? Oui, bien sûr. Nina, sache que tu es une inspiration. Trop bien. Trop bien. Merci. Je sais pas qui m'a écrit ça. En fait, ce que ça m'évoque, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la nécessité d'avoir des rôles modèles. Au même titre que peut-être cette personne, je peux être une inspiration pour elle. En fait, elle sera une inspiration pour d'autres. Et il y a cette idée de rôle modèle quand on est une femme. Je sais que moi, par exemple, j'ai peu de rôle modèle autour de moi de femmes entrepreneuses qui soient pas blanches, en fait, tu vois, pas forcément
qui me ressemblent, en fait. Peut-être pas forcément mère. Peut-être que, tu vois, il y en a que je me dis, ah ouais, mais non, en fait, elle a pas d'enfant, elle est pas ça. Et en fait, la diversité des rôles modèles, elle est importante parce que c'est aussi parce qu'on arrive à penser qu'une telle, elle fait tel chiffre d'affaires, qu'une telle, elle est présidente, qu'une telle, elle fait ça, que nous-mêmes, on s'autorise à le faire. Et en fait, pour moi, c'est aussi un devoir que je me mets de m'exposer malgré tous les côtés négatifs que ça peut induire, parce que je sais à quel point on a besoin de ça et que chacune peut être une inspiration pour les autres. Et mon métier chez Ramène ta fraise, c'est de créer d'autres inspirations, d'autres femmes. Et tu vois, quand ce que je leur dis à la fin, donc j'ai un produit qui s'appelle le Bootcamp, donc je les aide à prendre la parole. Et à la fin, je leur dis, voilà, en fait, aujourd'hui, c'est vous les relais. Nous, on ne pourra pas changer le monde tout seul. Moi, je ne pourrais pas changer le monde toute seule. Et au travers du fait d'aider les femmes à devenir elles-mêmes des inspirations, t'as un impact qui est multiplié. Donc moi, je pourrais pas être une inspiration toute seule, et je pense que c'est collectivement qu'on y arrivera. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est aussi ce que ça m'évoque, c'est la sororité. En fait, cette idée de se dire qu'entre femmes, on va se hyper, on va se faire kiffer, on va se tirer vers le haut, et pas du tout être comme les coquelicots où il y en a une qui dépasse, on lui coupe la tête, c'est l'inverse. On est éduqués à nous détester, à se mettre en rivalité, alors que je pense que la réalité, c'est qu'on devrait se hyper, se dire putain, c'est trop bien ce que tu fais, t'es une inspiration pour moi, voilà ce que j'adore dans ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on arrivera collectivement à prendre notre place et la place qu'on devrait avoir. Et le patriarcat nous divise pour mieux régner, là où je pense que être des inspirations les unes pour les autres et se donner de l'amour, parce que c'est ça que ça m'évoque, c'est ça qui fait que on arrivera à faire bloc. Et que c'est parce qu'on se divise que on continue à être dans des systèmes. Une des raisons de rester dans ce système de... Ouais, c'est vrai. Mais je trouve, tu vois, que ça a vachement évolué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, les femmes avec qui j'évolue, les entrepreneuses avec qui j'évolue, je trouve qu'il y a vachement ce truc de... tu vois, on a envie d'être ensemble, on a envie de monter ensemble. C'est hyper puissant. On est hyper contente de s'entraider, de se filer des contacts. Ça va 2 fois plus vite. Enfin, je sais que c'est génial, en fait. Et quand t'as pas ça, c'est dommage de rester toute seule. Tu vois, moi, j'ai longtemps été toute seule dans le sud. En plus, je suis dans le sud de la France, je suis pas à Paris. Et je sais que de base, c'est aussi un piège, c'est que moi, j'aime bien, tu vois, travailler en mode tunnel. Même quand j'étais dans le salariat, on va en parler, parce que tu étais peut-être dans le salariat toi aussi. J'aimais bien, tu vois, bosser. Et les pauses café, ça m'angoissait. Tu sais, tout le monde était là en mode pause café, pause club. Je disais, putain, c'est pas vrai encore. Tu vois, il fallait venir parce que si t'y vas pas, t'es la meuf qui veut pas y aller et qui veut pas parler. Et donc, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais exactement ce même process de rester chez moi en mode tunnel. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Il faut que j'ouvre mon esprit. Il faut que j'aille rencontrer des femmes qui sont dans le même délire que moi, dans le même process. Et je trouve que c'est incroyable quand on a trouvé un peu cette team d'entrepreneuses, ça change tout, quoi. Ouais, c'est clair. J'encourage celles qui nous écoutent à... Moi, tu vois, je me suis lancée un peu en même temps que Caroline Mignot, qui est ma très, très bonne copine. Et franchement, on passe beaucoup de temps ensemble et on continue à se suivre, à s'aider et à s'apporter. Et le dernier élément que j'apporterai à ça, c'est que des femmes qui aident d'autres femmes entre elles et qui s'entraident, chez Ramène ta fraise, c'est ce qu'on fait. Et un élément qui est intéressant, c'est la non-mixité. Et on travaille en non-mixité. C'est-à-dire que, en fait, dans nos programmes, il n'y a que des femmes. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler en non-mixité, ce qui n'était pas le cas en entreprise, en fait, il s'est passé des choses qui ne se passent pas. Tu m'étonnes. En mixité, des paroles qui se libèrent, des femmes qui s'aident et qui s'entraident. Et comme, en fait, la rivalité est créée par la centralisation du pouvoir autour des hommes, en fait, quand il n'y a pas de mec pour monopoliser la parole, t'es pas là en train de te distribuer des miettes de ce qui reste. En fait, t'es dans un environnement, un écosystème et un groupe beaucoup plus également répartis, où les dynamiques sont beaucoup plus d'entraide. Et je pense que on véhicule beaucoup cette idée que les femmes se détestent entre elles, ou doivent se détester, ou sont plus rivales que les hommes, alors que l'expérience que j'en ai, c'est tout l'inverse. Par contre, la rivalité, elle est induite par le fait que les richesses sont centralisées. Tu vois, les hommes gagnent plus. Parfois, les managers sont souvent des hommes, parce que plus tu montes, plus c'est des mecs. Et en fait, les femmes se retrouvent en rivalité entre elles pour soit le pouvoir, soit l'attention. Et c'est ça qui crée le problème. C'est que elles se retrouvent à se distribuer des miettes, là où si on fait grandir le gâteau entre nous et qu'on se distribue entre nous, on devient beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante. Et je pense que ça n'a rien à voir avec qui on est intrinsèquement, mais plus par rapport parfois aux dynamiques dans lesquelles on peut être mise. Trop intéressant. Ouais. Non, mais je suis trop d'accord avec toi. Dérive sociologique sur le sujet. Ouais. Je suis hyper alignée avec ce que tu dis et je pense que c'est un point commun qu'on a beaucoup dans l'entrepreneuriat chez les femmes. C'est que j'aime pas trop parler du mot féminisme parce qu'on l'est tous, on l'est toutes, les hommes le sont aussi. Enfin,
beaucoup. Mais c'est ce truc, je pense qu'on a quand même ça dans les veines. T'as utilisé le mot puissance. Et je pense que c'est pas la connotation n'est pas négative, c'est pas être puissance pour écraser ou pour écraser les hommes ou pour écraser qui que ce soit, c'est juste libérer notre puissance, libérer notre potentiel, libérer notre voix. Et ça, je pense que les entrepreneuses le portent vachement aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a plus que... Tu vois, on est entrepreneuse, on développe des boîtes, mais notre rôle va bien au-delà, comme tu es en train de le dire. C'est un peu ce truc de libération des femmes, tu vois, on prolonge un peu ce truc-là, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, il n'y a que les ennemis du féminisme qui ont associé le féminisme à un mouvement rebelle, négatif. Ouais. En fait, moi, je pense que c'est important de se revendiquer féministe parce que il faut dissocier le féminisme de l'image qu'on a voulu lui donner, c'est-à-dire femme hystérique, etc., violente, anti-homme, etc. Et je pense que c'est très important, justement, d'utiliser ce mot pour se le réapproprier et pour en faire quelque chose de positif, qui est simplement de vouloir l'égalité. Je connais aucune personne, aucune féministe qui n'est pas cet objectif. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais sur la suite, effectivement, je pense que être entrepreneuse enfin, moi, en tout cas, le fond de ce que je veux dire au travers de ça, c'est que je pense que au-delà des modèles et des inspirations, moi, je me suis pas levée un matin en me disant je vais être une inspiration. Je me suis levée en me disant bon, ok, qu'est-ce qui me tient à cœur dans la vie? L'égalité, femme-homme, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il y en a d'autres, mais c'est ce combat-là que j'ai choisi. Qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Écrire, vendre. Ben, du coup, j'ai juste mis ma compétence principale, qui est la capacité de convaincre, de persuader, de faire du marketing, de vendre au sens large du terme, au service des femmes. Et donc, ça a fait la boîte que j'ai aujourd'hui, qui est finalement l'intersection entre mes compétences, mes connaissances, mon expertise et la vision du monde que j'ai et vers laquelle j'ai envie de tendre. Et donc, finalement, je me suis mise au service de ça. Est-ce que ça t'a changé? Enfin, c'est-à-dire que, en fait, j'ai plusieurs questions. Est-ce que, on va dire que c'est 2 questions en une. Quel est ton parcours? Donc, les études que tu as fait, je sais quelles études tu as fait, mais j'aimerais que tu racontes un petit peu. Ton job, comment tu t'es sentie quand tu étais salariée, etc. Pourquoi tu as fait ce choix de devenir entrepreneuse? À quel moment, tu vois, c'était brûlant dans ton bide et tu t'es dit, allez, c'est bon, j'y vais, je me lance. Et en parallèle de ça, on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est une aventure de développement personnel, c'est un chemin de développement personnel. Est-ce que tu as changé? Est-ce que Nina a changé? Oh là là, j'ai trop de choses à dire. Allez, vas-y, c'est parti, déballe. Moi, je suis ingénieure en chimie à la base. Ouais. Donc, rien à voir avec le marketing, rien à voir avec l'écriture. Quand j'étais petite, pire que ça, j'étais dyslexique. Moi, je commandais les P, les B, les D. J'avais des notes négatives en dictée. Ah putain, c'est chiant. Et aujourd'hui, j'enseigne quand même l'art de vendre par les mots. Complètement. Donc, j'aide des femmes à générer des centaines de milliers d'euros juste avec des pages de vente, des posts LinkedIn, etc. Et donc, tu vois, c'est une belle revanche sur l'étiquette qu'on m'a mise à l'école. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'étais pas trop destinée à faire ça. J'ai fini mes études. Stage de fin d'études chez L'Oréal, donc plutôt assez classique. Nice. Assez classique. Et je sors de là, et puis en fait, chez L'Oréal, c'est un peu l'endroit où la loi de Pareto s'applique le mieux, quoi. C'est un peu comme dans toutes les grosses boîtes, c'est-à-dire que 80% des résultats sont produits par 20% des personnes. C'est tellement ça. Et quand t'es stagiaire, t'es plutôt dans les 80% des personnes qui génèrent 20% des résultats. Donc en fait, j'avais l'impression de servir à rien, quoi. Et probablement que je servais à rien. Et j'étais OK avec ça, mais simplement, je m'ennuyais énormément. Et à la fin de ce stage, je me retrouve chez moi. Globalement, comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Et je me fais contacter par un chasseur de tête qui me dit « Hey Nina, est-ce que tu veux faire du recrutement ?» Je le regarde, je lui dis « Mais t'es chelou, toi. Je suis ingénieure en chimie, pourquoi tu veux faire du recrutement ?» Ouais. En fait, il me dit cherche des scientifiques qui, comme toi, vont pouvoir recruter d'autres scientifiques comme toi. Parce que vous, entre scientifiques, vous comprenez bien. Et donc, nous, on a envie de mettre en avant le fait d'avoir des experts qui recrutent d'autres experts parce que tu comprends mieux le job, parce que si, parce que ça. Et je fais ok, d'accord. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve dans le recrutement. Parce que, de toute façon, c'était soit ça, soit je continuais à regarder Derrick à la télé. Donc, donc voilà. Donc, il fallait que ça change. Je me suis dit, j'y vais. Et puis, franchement, c'était... Ouais, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, je me retrouve dans le recrutement et je me retrouve dans un métier qui, finalement, est assez peu valorisé, où il n'y a pas beaucoup de connaissances, finalement. Et je me retrouve là, un peu parachutée, sur un métier où je connais rien.
je me dis, il faut que j'apprenne ce métier si je veux performer, parce qu'on avait beaucoup de filles. En fait, on a été managés aux filles et au... Comment t'appelles ça? À la com? Ouais, voilà, c'est ça, à la com, exactement. Soit à la com, soit on avait des bonus qui se débloquaient, des bonus collectifs qui se débloquaient en fonction de combien on rapportait. Grosso modo, pour celles qui nous écoutent, chasseur de tête, c'est quoi? C'est t'as un client qui veut recruter un profil. Toi, tu vas chercher le profil, tu le mets au client et tu touches un pourcentage du salaire annuel de cette personne. C'est pas toi qui le touches perso, c'est ton entreprise. Et toi, tu as une rétrocommission collective, nous, on avait sur ça. OK? Donc, juste pour ça, moi, je me suis dit, OK, donc, si je veux plus de thunes, grosso modo, il faut que j'apprenne à faire mieux du recrutement. Et donc là, je me suis dit, comment faire? Et je me suis retrouvée sur Internet à parcourir des blogs, des vidéos YouTube, voilà. Et j'ai appris le recrutement sur Internet. Et ça s'est tellement bien passé qu'on m'a demandé de former ma boîte, tous les recruteurs de France dans ma boîte. Oh, d'accord. Voilà. Donc c'était trop bien. C'était une grosse boîte de recrutement. En plus, tu vois, je sais pas, ça faisait 300 personnes. Donc j'avais 3 sessions pour former des gens. Et là, c'était mon premier contact avec 2 choses. La première, c'est l'enseignement. Donc comment transmettre des choses. Donc ça m'a beaucoup plu. Et le deuxième, c'est LinkedIn. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que trouver des bons profils... tu cherchais sur LinkedIn. Je cherchais sur LinkedIn. Ouais. Trouver des clients, je cherchais sur LinkedIn. Et la troisième chose, je me suis confrontée aussi au fait d'apprendre toute seule. Parce que je pense que la transmission et l'apprentissage sont vraiment liés. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais apprendre toute seule un métier, devenir excellente là-dedans, et en plus de ça, de le transmettre. À partir de ça, en fait, j'ai envie de te dire que tout le reste était pas écrit, mais déjà, cette expérience, en fait, elle a été hyper fondatrice. Après, je suis partie dans une boîte... de formation, parce que je me suis dit, j'adore enseigner, transmettre. Je me suis retrouvée commerciale, parce que tu sais, le commercial, c'est un peu le job que tu fais quand t'as pas trop de compétences. C'est un truc, non, franchement, je vois ce que tu veux dire. Non, mais entre guillemets, on te demande rien. C'est un truc où tu vas beaucoup faire tes preuves par toi-même. Tu vas beaucoup ramener un peu hit what you kill, tu vois. C'est un peu ça le délire. C'est un peu comme dans le recrutement. Donc finalement, on m'a mis là, on m'a dit, bon, ok, on verra bien le perf que tu vas faire, quoi. Donc j'avais pas besoin de légitimité, en fait. La légitimité, je l'ai acquise au travers de mes résultats. Donc ça, c'était mon deuxième job. J'étais sales là-bas. Et en faisant du sales, je me suis rendu compte que j'adorais, en fait, ce que j'aimais le plus dans le sales, c'était pas d'aller en rendez-vous client, ça je détestais. J'avais la boule au ventre, mais je le faisais quand même. Ce que j'aimais bien, c'était écrire et arriver à décrocher des rendez-vous par l'écriture. Donc là, je me suis rendu compte que chaque rendez-vous que je décrochais, en fait, en fonction du message, soit j'avais un taux de réponse de 90%, soit de 10%. Et donc je me suis rendu compte, en fonction du message que j'envoie, c'est ouf. Ça joue. Et donc je me suis dit, trop bien. Et comment elle s'appelle cette compétence? Et après, j'ai découvert le copywriting. Et c'est là où j'ai découvert ça. Et donc je suis devenue meilleure. Et ensuite, je suis allée au marketing dans cette boîte. Donc j'étais sales puis marketeuse. Donc j'animais une communauté de recruteurs. J'ai fait des emails de vente excellents qui ont fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires, littéralement. J'ai fait un email qui a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Et voilà. Et après, je suis partie dans une autre boîte de formation. Ça a duré pas très longtemps. Ça a duré 3 mois, entre 3 et 6 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça se passait pas bien dans cette boîte. Et j'avais le projet d'avoir un enfant. Et mon plan, c'était de rester en CDI pour avoir un enfant. Et après, je me suis dit, je verrai, quoi. Et en fait, ça se passait tellement mal dans cette boîte que j'ai décidé de partir. Sauf qu'en fait, le jour où j'arrive à négocier une rupture conventionnelle, sauf que le jour où on m'annonce la rupture conventionnelle, où je négocie le truc, je découvre que je suis enceinte. Putain. Donc là, j'ai 2 choix. Annuler la rupture conventionnelle, parce que c'est possible, t'as 2 semaines pour te rétracter. Soit me lancer quand même. Et donc, j'ai décidé de me lancer quand même, avec l'échéance dans 9 mois. Il y a un bébé qui sort de ton ventre. Waouh. Voilà. Tu savais vers quoi t'allais te lancer ou t'avais du... Ouais. Enfin, pas du tout. C'était pas clair, quoi. C'était pas encore défini. Moi, j'étais pas entrepreneur, mais entrepreneur à l'ancienne, tu vois. Entrepreneur en mode... c'est par Internet, gérer des équipes. Mon père, il gère une usine de production de textiles avec 300 personnes. Donc, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Enfin, à l'ancienne. L'entrepreneuriat comme on peut l'imaginer, PME classique. Bien sûr. Voilà, donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'était ça, c'était dur, c'était chiant, et ça faisait que je voyais pas mes parents. Donc du coup, de base, c'était pas Ta maman aussi était entrepreneur? Ma mère aussi, ouais. C'est dingue. T'avais quand même ça dans le sang, malgré toi. Moi, c'était pas le plan de se faire ça. Moi, du coup, j'ai vu mes parents pas du tout beaucoup s'occuper de moi, être hyper pris par ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai dit, mais jamais j'infligerai ça à mes enfants, parce qu'en fait, je veux pas du tout être entrepreneuse, parce que je passerai pas de temps avec mes enfants, et moi, je veux pas ça, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, ça se passait pas bien dans ma boîte. Je n'avais pas forcément l'objectif d'être entrepreneuse de base, mais ça se passait pas bien. J'allais être enceinte et je me suis dit, en fait, je peux pas trouver un autre job enceinte. Impossible.
Bah, on sait bien que c'est impossible. Bah ouais. Ou alors tu le dis pas, mais bon. Ou alors tu le dis pas et puis au bout de 3 mois, tu as période d'essai, t'espères que ça soit pas et puis. Alors je ne le savais pas et là, d'un coup, oups. Voilà. Et donc ça, c'est la situation que beaucoup de femmes vivent finalement, de soit subir un job parce qu'elles savent qu'elles ont des projets d'enfants. Subir un job parce qu'elles savent qu'elles ont ça, ne pas changer de job pour ça, ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant c'est incompatible avec l'entrepreneuriat. Donc je pense que en fait, tu vois, on parlait d'un peu de freins internes qu'on peut avoir quand on est une femme, mais il y a des freins externes et réels. C'est que oui, quand t'es entrepreneuse, t'es pas indemnisée super bien si t'es que dalle même. Ouais, t'es quasiment pas. Je crois que c'est genre. Je crois que t'as une petite indemnité, je crois 30 ou 60 euros par jour, un truc comme ça. Mais bon, enfin voilà. Ok. Ouais. Mais bon voilà, enfin tout ça pour dire que tout ça pour dire on se fait prendre en photo par un type là, on sait pas qui c'est. Non, tout ça pour dire que voilà, que les freins en fait ils sont aussi réels, au-delà de psychologie qui a envie on n'est pas forcément aidé, voilà. Et donc même pour acheter, enfin rien à voir avec la grossesse ou quoi que ce soit, mais même pour acheter c'est une galère. Enfin je sais pas si toi t'es allé dans ce truc de devenir propriétaire, etc. Mais je sais que c'est une galère. Même pour des entrepreneuses qui gagnent super bien leur vie, c'est une galère. Ouais, c'est ça. C'est le sujet c'est mon sujet du moment là, parce qu'en fait, la boîte marche bien maintenant. Je suis petit saut dans le temps, mais maintenant la boîte marche bien. J'ai une équipe, la boîte fonctionne, et je suis en réflexion sur investir. Carrément. Mais c'est trop dur, c'est trop compliqué. T'as fait des premiers rendez-vous déjà avec des banques, voir si et ils te suivent ou pas? J'ai eu une proposition là, mais pas du tout à la hauteur de ce que j'aimerais, quoi. Donc, en fait, je sais pas si ça vaut le coup finalement d'investir pour être propriétaire. En fait, ça aussi, c'est un peu la question que je me pose. Déjà, je pense que je suis pas suffisamment bien éduquée à l'investissement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, on parle beaucoup d'investissement immobilier, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour faire ça. Donc, est-ce que moi, c'est un truc qui me plaît vraiment? Je suis pas sûre et certaine. Mais après, j'ai regardé les banques, tu vois, oui, là, j'ai une possibilité de prêt à 200 000 euros, tu vois. C'est pas, c'est bien en dessous de ce que moi j'aimerais. Donc, je me dis, OK, est-ce que je vais pas placer ma trésor? Et puis, en fait, juste prendre les intérêts de ma trésor, tu vois. Et puis, voilà, c'est tout. Mais t'as tellement raison, on n'est tellement pas éduqués financièrement. Moi, je sais que, tu vois, cette année, c'est exactement un des sujets que j'aimerais prendre en main, parce que c'est super, tu gagnes de l'argent, tu bosses comme une tarée, mais en fait, on sait même pas quoi faire de cet argent. Enfin, tu vois, c'est con de pas savoir comment faire. L'argent, c'est un moyen ça te permet de faire plein de choses. Et en fait, oui, du coup, tu crées de l'emploi, c'est super, t'as une équipe, mais c'est cool de savoir quoi en faire, comment le faire fructifier, dans quoi je le mets, enfin... surtout que c'est pas comme ça, malheureusement, que tu deviens riche, en fait. Enfin, que tu t'enrichis réellement. La manière de s'enrichir réellement, oui, c'est de générer un flux. Mais en fait, ce qui fait que les gens s'enrichissent vraiment, c'est de créer un capital et de faire travailler ton argent pour toi. Et ça, en fait, moi, j'en suis pas à ce stade. Je sais créer de l'argent, je sais créer de la thune. C'est mon métier, si tu veux. J'arrive à faire une boîte pas trop mal gestionnaire, mais investir. Pour moi, c'est le level au-dessus, tu vois. Et quand tu vois les gens aujourd'hui, la vraie richesse, c'est des personnes qui sont immensément riches. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que ça entretient aussi un système capitalistique qui exploite aussi beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, si tu veux être riche, c'est placer ton argent, créer un capital et faire travailler ton argent pour toi. Et moi, j'en suis pas du tout à ce stade. Je suis au stade où je travaille 50 heures par semaine, voire plus, 60. Et... spoiler alerte, j'ai fini par faire comme mes parents, beaucoup travailler, pas beaucoup voir mon enfant. Merde. On parlera après, si tu veux. Mais voilà. En tout cas, investir, je trouve que c'est pas encore ce que j'arrive à faire. Mais pareil, je me suis mis comme objectif. Je te partagerai, si tu veux, ce que j'ai appris. Ah ouais, carrément. Ouais. Hyper intéressant. Et donc, juste pour reprendre la petite question de départ, donc ton parcours, à quel moment, du coup, t'as ce truc, donc tu te barres, tu nous l'as dit, mais à quel moment tu sais ce que tu veux faire? Et surtout, c'était la question de comment était Nina avant, dans le salariat? Qu'est-ce qui a changé chez toi aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? Comment tu vois la vie? Comment tu vois les choses? Donc, entreprendre, c'était pas un choix. C'était plutôt un choix par défaut. C'était un choix de, OK, j'ai enceinte, je vais pas prendre d'autres CDI, je vais me retrouver dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, du coup, j'ai juste vendu ce pourquoi on était prêt à me payer. Tout à fait. Il n'y avait pas de... non mais c'est ça, c'était tellement clair, tellement limpide. J'avais 9 mois pour faire de la thune, en fait. Donc, en fait, à un moment, je me suis pas posé 3000 questions. Je me suis dit, pourquoi les gens sont prêts à me payer, c'est tout. Et vends ce pourquoi les gens sont prêts à me payer. J'ai beaucoup fait de visibilité sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un super levier pour commencer à trouver ses premiers clients, commencer à voilà, le panier moyen, il est assez élevé sur LinkedIn aussi. Donc, vraiment, ça m'a permis de rapidement arriver à la barre des 10 000 euros par mois. Et
Pratiquement dès le premier mois, grâce à LinkedIn, canal d'acquisition, seul canal d'acquisition. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est toujours mon seul canal d'acquisition, encore 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment, la puissance de ce canal, elle est super forte. Donc ça, j'ai eu cette chance-là. Et parce que tu l'utilises bien aussi. Enfin, pour pas mettre, tu vois, que les filles disent ah ouais, trop bien. C'est quand même. C'est l'art de le faire. Enfin, moi, quand je lis tes posts, je me dis, putain, c'est un art, tu vois. La nana, elle sait faire, elle a les bons mots, elle a la bonne longueur des phrases, le texte n'est pas trop long. C'est un art quand même, tu vois. Et cet art-là, tu es experte dans cet art-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que j'enseigne, tu vois. Quand dans le bootcamp, tu vois, je vois les filles, oui, elles commencent, elles sont en mode, OK, au début, elles commencent un post, cher réseau, je me lance aujourd'hui. Oui. Et elles font 3 likes, et puis à la fin, elles ont fait 6 semaines chez nous, et puis elles font des posts où elles font des centaines, des 200, voire plus, et elles ont des clients qui, tu vois, qui arrivent. Donc, il y a de la technique, quoi, tu vois. Mais j'ai eu cette chance-là, moi, parce que j'étais recruteuse, d'avoir traîné quand même pas mal sur LinkedIn, d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir intégré une méthode. Et donc, que j'ai appliquée. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes premiers clients rapidement. Et au début, je me posais pas la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie métaphysique de la vie, voilà. Au début, je me suis vendu ce pourquoi on est très prêt à me payer. Donc, premièrement, c'était de la presta. Et après, c'était de la formation. Donc, je suis devenue rapidement formatrice sur l'écriture de vente. Donc, accompagner des entrepreneurs et des entrepreneuses. À l'époque, j'étais pas que sur les femmes. Ouais, j'ai commencé vraiment, je me suis dit, vas-y, je vais vendre à qui veut m'acheter. Ouais, bien sûr. Et donc, ensuite, j'ai fait du coaching individuel. Ensuite, j'ai fait... ça a commencé à bien marcher, donc je pouvais plus prendre de clients. Donc là, j'ai créé un produit de groupe aussi parce que je me suis rendu compte que le groupe créait de la performance. Donc maintenant, c'est devenu un produit qu'on appelle le bootcamp, qui est devenu un produit de groupe. Et j'en arrive à la question, qu'est-ce que ça m'a appris ? Mais ça a évolué et je me suis spécialisée vraiment que sur les femmes et les entrepreneuses. Plutôt début lancement, et ou accélération. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça a été un cheminement. Ça n'a pas été, je suis arrivée, je me suis dit, je vais faire ça, je vais vendre ça à telle personne. Donc ça s'est fait progressivement. Et ce que ça m'a apporté, et la Nina d'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Je pense, si je devais comparer à la Nina salariée, aujourd'hui, j'ai énormément confiance en moi. Beaucoup plus confiance dans ce que je suis capable de faire. De l'argent que je peux générer, c'est con. Mais en fait, l'argent crée l'autonomie et crée la confiance. Quand tu sais que tu peux créer ton propre argent, tu te sens beaucoup plus powerful, tu vois, puissante en fait. Tu te sens beaucoup plus autonome. Il y a je sais plus dans quel bouquin qui disait, un bouquin que j'ai lu qui disait le bonheur vient de ta capacité à être autonome et indépendante. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté de bonheur et beaucoup de confiance en moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça m'a apporté beaucoup d'apprentissage. J'ai adoré le chemin. Et moi, je suis une malade de l'apprentissage, donc j'adore apprendre. Donc, voilà. Et troisième chose, ça me permet de mieux me connaître. Parce que au début, quand j'étais salariée, tu dois rentrer dans un cadre. Tu dois rentrer avec des horaires. Tu dois rentrer avec des outils. Et l'entrepreneuriat te donne la liberté de pouvoir créer ton propre environnement. Et donc, comme ça ne t'est jamais arrivé d'avoir la possibilité d'avoir une page blanche et de créer ton propre environnement, au début, tu ne sais pas ce qui va fonctionner. Est-ce que tu dois commencer à 9h, finir à 18h ? Est-ce que ça fonctionne pour toi ? Est-ce que tu travailles avec des gens ? Est-ce que tu travailles seul ? Est-ce que tu dois faire des confs ? Est-ce que tu dois... Au début, tu poses plein de questions. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que je me connais beaucoup mieux parce que j'ai compris, si j'ai toute la liberté du monde, pas du monde, mais j'ai quand même beaucoup de liberté, j'ai compris mieux comment je fonctionnais. Et petite anecdote sur ça, je suis en train de me faire accompagner par une neuropsy sur comment fonctionne mon cerveau, qui est un peu chelou. Donc, je me fais diagnostiquer sur le TDAH. Et là, je suis en train de voir qu'en fait, j'ai plein de trucs un peu neuroatypiques. Et la question, c'est comment je peux créer un environnement qui s'adapte à qui je suis et comment je suis. Et parce que je suis entrepreneuse, je peux créer cet environnement-là. C'est vrai. Et par exemple, pour moi, c'est très dur de me concentrer. Pour moi, c'est plus simple d'avoir que des communications asynchrones. Parce que en synchrone, j'ai du mal à rester concentrée, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple. Et donc, ça m'a aidé à créer un environnement qui soit plus OK par rapport à mon fonctionnement. Et donc, c'est un vrai cheminement de développement personnel. Voilà, c'est ça. Mais tu as la liberté de le faire parce que tu as le cadre pour le faire. Là où quand tu es salarié, on te dit, il faut que tu sois en réunion. Tu as un périmètre et on te dit, il faut que tu sois là-dedans, quoi. Et du coup, maintenant, mes salariés, j'essaye de leur créer cette liberté-là aussi. Donc, tu as des salariés ou tu as une salariée et des freelances ? J'ai 2 salariés et une personne qui est mon associée, mais qui est... Ah, donc t'as une associée ? Ouais. Ça, c'est notre histoire. Mais attends, t'as commencé toute seule ? Ouais. Donc t'as une associée depuis pas longtemps ?
En fait, alors, j'ai une personne en CDI, j'ai une personne en alternance. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai une équipe d'une trentaine de personnes en freelance. Et pour revenir à mon associé, en fait, moi, je suis vraiment la CEO de l'extérieur, quoi. De l'extérieur, on me voit, c'est moi, je suis là en podcast, je suis sur scène, c'est moi la voix et l'image. Mais la réalité, c'est que dans Ramène ta fraise, en fait, c'est Élise qui opère énormément de choses. Donc, elle s'appelle Élise. Elle était là dès le début de Ramène ta fraise. En fait, c'est elle qui a créé le nom Ramène ta fraise. Ramène ta fraise a été créé. Un jour, j'ai décidé de faire un live pour aider les femmes à prendre la parole sur LinkedIn gratuitement. Il y a 800 femmes qui se sont pointées. Dans ces 800 femmes, elles se sont dit, on va créer un groupe pour s'entraider. Moi, je dis, c'est exactement ce qu'il faut faire, faites ça. La personne qui a pris le lead là-dessus a dit, OK, vas-y, on va appeler ce groupe Ramène ta fraise. Moi, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant de ce qui se passait. J'étais en train de faire ma conf et tout. Ça se passait dans les commentaires. Mais trop drôle. La nana, elle a dit, OK, ça s'appellera Ramène ta fraise. Venez les meufs, voilà le lien, je vous envoie là-bas. Et cette personne s'appelle Élise Merigneux. Et quand j'ai décidé de lancer un produit, quand j'ai décidé de développer un produit qui s'appelle le Bootcamp, voilà. J'ai appelé Élise, je lui ai dit, écoute, t'étais là dès le début, c'est même toi qui as trouvé le nom, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ? Elle m'a dit oui, elle est restée freelance avec moi pendant 1 an et demi, 2 ans. Et au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu t'associes au projet, qu'est-ce que t'en dis ? Waouh. Et la répartition de nos tâches, c'est que moi, je suis vraiment la visionnaire de la boîte, donc j'ai un peu la direction. Bien sûr. Je dis où on va, je suis aussi l'image, la mission, la vision. Et elle, c'est la directrice des opérations. Donc, c'est la personne qui implémente. C'est pas du tout un profil de la lumière, c'est vraiment un profil de l'ombre. Elle adore être dans l'ombre. Elle n'aime pas forcément être exposée. Être en représentation, quoi. Exactement. Et ça, tu vois, c'est un chemin d'entrepreneuriat aussi parce que c'est OK qu'elle soit comme ça. Bien sûr. Et moi, je dois respecter ça. Et elle a fixé des limites là-dessus. Et moi aussi, j'ai mon rôle de plus de la lumière. Bien sûr. Et alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que je peux te poser cette question ? Je sais pas si c'est trop comment ça se passe quand tu proposes à quelqu'un de devenir associé ? Comment est-ce que vous avez fonctionné ? Est-ce que du coup elle a des parts dans la boîte ? Comment ça se passe concrètement ? Tu vois, si demain moi je demande à quelqu'un de devenir mon associé, comment ça se passe concrètement ? Alors chez nous, comment ça s'est passé ? La boîte existait déjà, on avait déjà fait un exercice comptable, et donc tu peux pas donner gratuitement des parts à quelqu'un parce que la boîte en fait elle a une valeur. Ah bah oui. Et l'État va prendre une taxe, en fait, sur le fait que tu évidemment. Évidemment. Voilà, en gros, quoi, je te fais le schéma global, mais tu n'as pas trop le droit de donner comme ça des parts, tu ne peux pas, parce que ça a de la valeur. Et au même titre que quand tu vas donner une maison, en fait, tu vas payer des droits de donation. J'exagère, je te fais un schéma un peu caricatural, mais c'est un peu ça le délire. Donc la boîte exerce depuis 1 an, donc ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est je lui ai demandé est-ce qu'elle était OK d'être associée ? Bien sûr. Elle m'a dit oui. Et la première chose qu'on a faite, avant même de parler de trucs légaux, etc., c'est poser nos attentes. Donc, on a un document qui existe encore, qui s'appelle Les attentes. Ah, j'adore. Qu'est-ce que vous avez signé ? Même pas. On s'est posé, okay. En fait. Élise et moi, on marche en asynchrone parce qu'elle est introvertie et puis moi, j'ai du TDAH, donc j'arrive pas à avoir d'attention. Donc, toute la boîte est en asynchrone, on s'envoie des looms toute la journée. On fait pas de réunion, on fait le minimum de réunions et des vocaux. Comme ça, je peux les mettre en x2. Élise, elle est très à l'écrit. Enfin, voilà, il y a beaucoup de particularité dans la création de votre environnement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la culture d'une boîte, en fait. Ouais, tout à fait. Et bon, bref. Et donc, on est en asynchrone, donc on a un document où Élise, elle a noté qu'est-ce qu'elle attend de moi, qu'est-ce que moi j'attends d'elle, de quoi elle a peur, et qu'est-ce qui la freine. Et on a écrit ce document, et on a vu si ça collait déjà. Déjà, ça, c'était une bonne chose. On a valorisé la boîte, parce que elle avait un an d'exercice comptable, c'est pas beaucoup, mais c'est une boîte qui, la première année, a fait quasiment 200 000, tu vois, un peu moins de 200 000, donc tu vois, déjà, ça avait une valo. La valo, elle était fixée entre 130 et 160. Ah bon ? Je pensais que tu multipliais par 2 le chiffre d'affaires pour donner la valorisation. Enfin, ça dépend des boîtes. À peu près, quoi. Non, alors, il y a différentes méthodes de valo parce que tous les types d'industries ne se valent pas. Donc, tu as plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des comparables. Et en fait, la méthode des comparables, de toute façon, ça, tu le fais faire par un expert comptable. Hein, c'est pas toi qui le fais. D'accord. En fait, après, bon, voilà, tu peux, enfin, l'expert comptable, il peut mettre un chiffre, voilà. Mais moi, dans la formation, par exemple, ça peut être un multiple du résultat. Genre 6 ou 7 fois le résultat. Ça peut être plein de manières de valoriser la boîte. Après, c'est un truc qui se challenge. Et puis, grosso modo, il faut que tu sois à peu près d'accord avec ton associé sur la valeur du truc. D'accord. Bon, après, si on était parti de 0, on aurait peut-être fait les choses différemment. Donc, on a valo la boîte. Moi, j'ai pris la valo la plus basse parce que je voulais que Élise ait le maximum de parts. Donc, j'ai pris la valo la plus basse. T'as toujours une fourchette de valorisation de boîte. Donc, moi, j'ai pris la valo la plus basse. Comme ça, elle aurait un maximum de parts. D'accord. Elle a mis un billet sur la table dans Ramène ta fraise.
Donc, c'est allé dans le compte courant de Ramen Tafres. Comme ça, elle a racheté par augmentation de capital, ça s'appelle, je crois, il me semble. Ça, c'est des détails un peu techniques. Et donc après, elle est devenue techniquement associée. On a fait un pacte d'associés aussi, avec une avocate, qui nous a un peu collé contre un mur pour nous dire, s'il se passe ça, comment vous réagissez? Ouais. S'il se passe ça, comment vous réagissez? Comme un contrat de mariage. Quel est le pouvoir de chacune? Ouais. C'est quoi les décisions? À qui reviennent les décisions? Pourquoi? Comment sont prises les décisions? Donc ça, c'est important. Et voilà. Hyper intéressant. Et t'avais pas ce truc, parce que des fois, moi, je me dis, je sais pas si je serais capable... Alors attends, j'organise mon cerveau. Première question, quand tu as créé ta boîte, même si c'était pas forcément l'entrepreneuriat, t'avais pas forcément envie de te diriger vers cette voie-là, c'était quand même ton bébé. Enfin, je sais pas si tu l'as perçu comme ça. Je sais que c'est pas bien, il y en a plein qui disent qu'il faut pas le voir comme ça. Moi, j'ai ce gros problème, c'est que... je suis hyper maternelle, de toute façon, je suis comme ça, de base, même dans la vie. Et du coup, les locomotives, laisse tomber. Mes clientes, c'est pareil. Mes équipes, c'est pareil. J'ai l'impression d'être très maternelle. Et du coup, je me dis, mais est-ce que je serais capable, un jour, de partager les locomotives? C'est partager ton bébé, quoi, en fait. Enfin, part avec le père de ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc. Est-ce que toi, t'as eu ça? Genre, putain, je vais partager mon bébé. Non. Non, parce que je voyais qu'à deux, on allait faire en sorte que le bébé, il aille mieux, qu'il soit dans les meilleurs environnements, au même titre que tu as un papa, une maman, ou deux papas. Mais quand tu as deux personnes, en fait, qui s'occupent d'un individu, a priori, très bon s'il y en a un des deux qui foire, tu as quand même l'autre pour aider. Donc moi, en fait, je l'ai plutôt vu comme Ramène ta fraise, en fait, ce sera mieux, tu vois. Et je prends souvent, moi, tu vois, je le vois vraiment comme l'analogie. Enfin, c'est peut-être très présomptueux de ma part, mais je me vois un peu comme une chef. Tu vois, quand tu vas chez Anne-Sophie Pic, j'ai emmené l'équipe dîner chez Anne-Sophie Pic la dernière fois. Et quand tu vas chez Anne-Sophie Pic, en fait, Anne-Sophie Pic, elle n'est pas dans le restaurant. C'est elle qui crée les recettes, c'est elle qui crée l'environnement, c'est elle qui crée sa direction artistique, mais elle n'est pas dans l'environnement pour opérer. Et d'ailleurs, elle ne pourrait pas délivrer une qualité aussi grande si elle était seule. Bien sûr. Et donc, tu vois, déjà, de toute façon, si tu as envie d'opérer quelque chose et de faire un produit 5 étoiles super bien, tu es obligé d'intégrer des personnes dans le projet. Ça, c'est la première chose. Tu es obligé d'avoir des personnes qui vont aller placer des gens, des personnes qui vont s'occuper d'amener les plats. Si toi, tu commences à faire éplucher les carottes, amener les plats et accueillir les gens, en fait, tu peux pas. Tu vois. Donc déjà, il y a cette idée de se dire qu'en faisant rentrer des gens, en fait, tu crées aussi une meilleure expérience pour tes clientes et pour ton projet. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, c'est, en fait, qu'est-ce qui est dur pour toi de lâcher dans ce projet et quels sont les bénéfices à lâcher? Par exemple, moi, les bénéfices pour moi de lâcher et de faire rentrer Élise, c'était d'avoir de l'aide sur la partie gestion de projet technique, mais j'aurais pu prendre une freelance qui fait ça, tu vois, ou une salariée. Mais le vrai bénéfice, c'est que je suis pas seule dans le bateau. Et en fait, avoir quelqu'un dans le bateau, l'air, tu vois, je l'ai appelé, on a eu un problème, un moment un peu difficile, j'ai vécu un moment un peu difficile hier, et je l'ai appelé à 22h, limite en pleurs, en lui disant franchement. Et franchement, c'est trop bien, en fait, tu vois, au même titre que quand t'as un enfant, tu vas t'inquiéter à deux, tu vas prendre des décisions à deux, tu vas te dire, bon, ok, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour cette boîte d'avoir Élise, quoi. Je l'aime trop, quoi. Et en fait, c'est hyper important. Et surtout, par contre, de fixer ses attentes. Tu vois, c'est quoi mon attente par rapport à elle? Et tu vois, dans le fameux document, il y a écrit j'ai pas envie d'être seule dans le bateau. Trop bien. Et dernière chose aussi, tu vois, je pense qu'il y a cette idée de visionnaire et d'intégratrice. Moi, je suis une très bonne visionnaire, je suis une mauvaise intégratrice. Elle, c'est une très bonne intégratrice, une mauvaise visionnaire. Et donc, en fait, personne n'empiète sur les plates-bandes de l'autre, tu vois. Donc voilà. Et non, en fait, franchement, c'est que du positif. Pour le coup, je me voyais pas entreprendre à deux parce que j'estime pas être quelqu'un du collectif. Et en fait, paradoxalement, tout ce que tu dis, ça me parle tellement. Je découvre. Par contre, c'est aussi une dictature, tu vois. Par exemple, c'est aussi clair que c'est moi qui prends les dernières décisions. Bien sûr. Enfin, c'est moi qui suis. Si un jour la boîte plante, c'est moi qui me retrouve au prud'homme, tu vois, ou pas au prud'homme, mais au tribunal, je sais pas trop quoi, de liquidation des boîtes. Donc, il y a quand même un aspect. Ok, Nina a le dernier mot sur ça, mais voilà le champ de périmètre de liberté d'Élise, et elle est ok avec ça, tu vois. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de lâcher et de partager ton bébé? En fait, est-ce que tu as peur que la personne elle s'en occupe mal? Est-ce que tu as peur que finalement elle prenne plus de lumière que toi? En fait, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans, tu vois? C'est ça la question. Et est-ce que c'est compatible avec la personne? Moi, je pense que c'est purement... pour revenir à... Parce que c'est une peur que j'ai, concrètement. Je pense que c'est exactement la même peur que j'ai avec mon gosse, tu vois. Moi, j'ai un fils qui a 5 ans et demi. Et je sais que... C'est pas que c'est un souci, mais je sais que je suis hyper maternelle, je sais que j'ai hyper peur. Je suis quelqu'un... Moi, j'ai fait de l'anxiété généralisée, burn-out, ça a été très, très compliqué pour moi. Et du coup, je pense que c'est ce truc de...
sais, genre, ton bébé, tu sais que tu le... D'ailleurs, tu vois, des fois, je l'appelle bébé, et mon mec, il me dit « Arrête de l'appeler bébé, putain, il a 5 ans et demi !» Et en fait, c'est ce truc de... Bien sûr que tu sais que tu fais évoluer ton enfant pour lui donner les clés pour être autonome. C'est le but, en fait. Tu fais pas un enfant pour qu'il soit dans tes pattes jusqu'à 35 ans, tu vois. Mais je pense que c'est un peu la même chose que j'ai avec les locomotives. C'est si je m'en détache, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème? C'est moi avec moi, hein, tu vois ce que je veux dire? Même, je pense que la boîte irait très bien. Comme mon fils, tu vois, il sera autonome et ça sera le plus heureux. Et j'essaie de lui donner toutes les clés pour être autonome. Mais il y a un truc où il faut que je creuse, tu vois. La question que j'ai envie de te poser, c'est si tu arrives à passer moins de temps soit avec ton fils, soit avec ta boîte, et que ça te prenne moins d'espace, ça serait quoi les bénéfices de ça, en fait? Qu'est-ce que tu arriverais à faire avec ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer de positif si jamais tu fais ça? Écoute, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'au bout d'un moment, toute ta vie tourne autour de 2 choses, c'est-à-dire ton mec, ton fils, ta boîte. Tu vois? Et souvent... Tu décris ma vie. Non, ah ouais, putain, ça me rassure. Je me dis, putain, merde, c'est le bad. Et des fois, tu vois, je me rends bien compte que j'ai un désintérêt pour des choses qui m'intéressaient avant. Si t'es dans une discussion où ça parle pas du tout business ou entre... Tu vois, ça me saoule. Je me dis, non, il faut te reconnecter avec la réalité. Il faut que tu aies des loisirs. Faut que t'aies... Tu vois? Et c'est peut-être ça le problème aussi. Ouais. Ça me parle ce que tu dis. En fait, la question, c'est si tu n'arrives pas à lâcher ton... Enfin, peut-être que si tu n'arrives pas aujourd'hui à lâcher ton fils ou toute ta boîte, c'est que tu n'as pas d'intérêt à le faire. La question, c'est comment te créer un intérêt à le faire. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, là, par exemple, pour lâcher... tu vois, pour faire rentrer Ellie, je me suis dit, ah, trop bien, j'aurais plus aucune, parce que tu sais, dans ma boîte, j'ai des freelances, oui. J'aurais plus de réunions avec tel et tel freelance à gérer, même si je les adore, c'est beaucoup de charge mentale bien pour sûr. moi, j'aurais plus ça à gérer, et voilà ce sur quoi je pourrais me concentrer, et qu'est-ce que je pourrais faire encore plus, encore mieux, avec encore plus de plaisir, et qu'est-ce qui, au travers du fait de faire rentrer Ellie, qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser. Et tu vois, effectivement, même la boîte, je la vois vraiment comme quelque chose qui doit devenir de plus en plus indépendant de moi. Mais par contre, si c'est lâcher juste pour lâcher et que t'as rien en contrepartie, c'est trop dur. Ouais, et donc, tu vois, je me dis, ok, en fait, là, le but, c'est que cette boîte, elle grandisse, elle devienne autonome. Et voilà, moi, où est-ce que je vais aller? Et tu vas te dire, ok, quelle est mon étape d'après à moi, dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que je dois avoir accompli? Qu'est-ce que la boîte, elle doit avoir réussi à faire par elle-même? Par exemple, de mon côté, c'est, j'étais à 100% dans le produit. Je suis plus du tout dans le produit. Aujourd'hui, le produit, il est opéré par d'autres personnes que moi, qui coachent mieux que moi. Par contre, elles sont formées à la méthode Ramène ta fraise. Bien sûr. Elles sont carrées. Ça a augmenté la satisfaction client, au même titre que c'est pas Anne-Sophie Pic qui est dans son restaurant. Elle fait opérer ses recettes par d'autres personnes et ça augmente la satisfaction parce que t'as quelqu'un qui est dédié au commis H24, t'as quelqu'un qui est dédié à ses assiettes, etc. Et donc, tout ça est mieux fait. Donc, le produit est opéré par ma team à 100%. Et le deuxième objectif, c'était de me sortir du marketing. Donc, qu'est-ce qui est dans l'exposition que je peux avoir? Comment est-ce que je peux faire en sorte que quelqu'un d'autre prenne le relais? Et cette personne-là, quelle lumière elle peut avoir? Quel rôle elle a? Et moi, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire derrière, en fait, tu vois? Complètement. Et parce qu'en fait, si c'est juste lâcher mon bébé pour lâcher mon bébé... pour rien. Non, mais voilà. t'as raison. En gros, grosso modo, ce que je peux dire, et ouais, c'est effectivement... Et l'autre chose aussi que tu dis par rapport au fait d'avoir son mec, son gosse et sa boîte, ça me parle énormément. Et en même temps, je pense que c'est ça aussi qui nous rend heureuses, tu vois. Et moi, l'exercice intellectuel du business, il me passionne. Par contre, c'est la question, c'est voilà, comment je peux faire plus ça différemment et avoir peut-être pas que Ramène ta fraise, mais peut-être Ramène ta fraise et autre chose. Tu vois. Absolument. Ça, c'est un peu la question que je me pose. Absolument. Mais c'est super intéressant. On est tellement nombreuses à être dans ce truc et des fois, t'as l'impression d'être incomprise. Tu vois, j'ai souvent c'est pas des remarques. Enfin, je le prends pas mal, mais c'est juste je m'inquiète à mon sujet, tu vois, du coup, parce que bref, je peux être très comme ça, genre tu me dis un truc et je vais être super inquiète. Oh mince, elle a peut-être raison. Je me remets tout le temps en question. Je passe ma life à me remettre en question. Et du coup, souvent on me dit mais tu trouves pas que tu travailles trop quand même? Tu pourrais avoir d'autres centres d'intérêt. Je suis là putain, mais j'adore ce que je fais, merde, lâchez-moi, tu vois. Non. Non mais c'est ça. Et puis surtout, c'est que comme tu le disais, tu crées ton propre environnement. T'es pas dans un espèce de cercle rouge où tu peux pas bouger. Non, tu peux faire plein de choses. Tu peux donner des conférences. Putain, là, on vient de créer un générique animé pour le podcast. Enfin, tu vois, tu fais plein de trucs. Tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, l'épanouissement, il est tellement infini. Ouais. Moi, je suis pris le parti de me dire que mon terrain de jeu, c'est ma boîte, c'est mon business, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui intellectuellement me passionne. Et après, tu vois, ça prend des formes un peu différentes. J'ai la partie comment faire du market, comment faire du produit, mais j'ai aussi la partie comment faire
aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup, c'est comment créer des environnements qui sont OK pour moi. Donc, comment je me connais mieux, comment je crée des meilleurs environnements pour mes équipes. Trop intéressant. Et donc, en fait, je trouve que ça, même si ça reste un sujet business qui sert ma boîte, en fait, la boîte est un prétexte à faire du dev perso, à envoyer ma team, tu vois, les aider à faire du codev entre elles, tu vois. Et en fait, tout ce que j'ai envie d'explorer, je l'explore dans cet environnement-là. Mais c'est vrai que, comme toi, j'ai pas de passion totalement déconnectée du genre, je sais pas moi... j'ai un pote qui adore les jeux de rôle, là, tu vois. Et puis, en fait, il est entrepreneur, il fait des jeux peu de rôle. C'est un peu geek et tout. Et genre, il fait des festivals de ça. Et genre, ça n'a rien à voir avec le business. Moi, je peux pas dire que j'ai une passion qui me transcende au-delà de mon business. Mais en même temps, maintenant, je suis un peu plus OK avec ça. Et en fait, la question, c'est à quel point tu es OK avec ce truc-là et à quel point tu traînes avec des gens qui eux sont pas OK avec ça. Ouais, et au travers de tu travailles trop, tu ne trouves pas, qu'est-ce qui se joue en fait dans cette question? Est-ce que ce qui se joue dans cette question que les gens t'adressent, est-ce que c'est pas plutôt tu passes pas assez de temps avec moi? Oui. Est-ce que c'est plutôt tu ne comprends plus ma réalité? Est-ce que c'est pas ça qui se joue? Si, bien sûr. Tu vois, plutôt que genre juste tu travailles trop, tu vois. Et genre le truc à entendre, c'est quelle est la demande de l'autre derrière ça. Et la question que j'ai envie de te poser, qui n'a rien à voir, c'est tu parles de ton mec, il est entrepreneur ou pas? Pas du tout. Alors, comme le mien. Alors attends, non mais c'est compliqué, mon mec, c'est compliqué. Okay. Mais il est peut-être, je pense qu'il rêverait d'être entrepreneur. Il est wannabe entrepreneur. Il est quoi, tu dis? Wannabe entrepreneur. Ouais. Et je pense que ouais, il a créé 20 000 projets dans sa tête, mais tu vois, c'est dur d'aller plus loin que l'idée et que machin. Il s'était lancé dans un truc où, bref, il avait gagné beaucoup, beaucoup d'argent, il a tout perdu. Mais je pense qu'il rêverait d'être entrepreneur, mais il l'est pas, du coup, pas encore. Mais voilà, moi je pense que la demande ce qu'il faut entendre quand les gens te disent tu travailles trop, c'est qu'est-ce qu'ils veulent réellement dire au travers de cette question. Mais alors pour le coup, j'ai énormément de chance, c'est que mon mec me le reproche jamais. C'est pas lui, ouais, moi non plus. Jamais. Non, parce que comme je te l'ai dit, ma priorité c'est mon mec, mon gosse et mon taf. Ouais. Mais du coup, les amis, moi, ce que j'entends, c'est plus les amis, l'environnement. Et aussi, il y a aussi autre chose, c'est que tu changes énormément quand tu entreprends, parce que tu découvres plein de choses. Et je trouve que les personnes que tu as eues dans ta vie à certains moments, en fait, n'ont pas forcément évolué dans le même sens que toi. Et il y a une réalité qu'ils ne partagent plus. Et en fait, la question, c'est plutôt est-ce que tu continues à être ami avec cette personne parce que tu partages encore des choses avec elle, ou est-ce que c'est juste parce que c'est ta pote depuis 20 ans, tu vois. Et en fait, parfois c'est ok, tu sais, c'est un peu comme des relations de famille, tu sais, parfois même la personne que tu connais depuis 20 ans, ça va être ta cousine éloignée que tu vas voir parfois tous les jours, parfois un peu moins. Et moi, je gère un peu comme ça mes relations, notamment des relations avec des personnes qui sont pas entrepreneuses ou qui comprennent pas vraiment mon environnement et ma réalité. En fait, je me dis, là, peut-être c'est une relation un peu plus distendue, et puis peut-être qu'il y aura d'autres trucs dans ma vie et j'aurai plus besoin d'elle. Et du coup, je gère un petit peu les distances avec mes relations comme ça. Et en ce moment, je passe H24 avec... H24, beaucoup de temps avec ma buddy, on s'aide beaucoup, de business qui s'appelle Caroline. Ok, c'est trop bien. Trop bien, en fait. On a un groupe, voilà. Et c'est H24 et c'est voilà, mais... trop bien. Voilà. Enfin, c'est pas H24, j'exagère. Mais... Non, mais t'as trouvé tes vraies amies entrepreneuses, quoi. Ouais, les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est un vrai levier, en fait, de se dire comment je peux m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut sur mon projet professionnel. C'est pas dire que les autres gens sont cons ou n'ont rien compris, tu vois. Bien sûr. C'est juste des moldus. Non, je rigole. Ah, putain, c'est vrai que ça fait sens dit comme ça, merde. Non, je rigole. C'est une blague. C'est hyper drôle. J'avais pensé à ça. Non, c'est une blague, mais voilà. En tout cas, ce que je vous encourage à faire pour les personnes qui nous écoutent, c'est à trouver des personnes qui, à la fois, sont aussi un safe space de il m'arrive ça, il y a quelqu'un qui se passe ça, nanana, parce que sinon, c'est de l'anxiété que tu vas retourner contre toi, et je suis pas normale, et je suis ci, et je suis ça. Et donc, trouve des personnes qui aussi comprennent ta réalité pour pas que toi, tu te sentes trop mal, tu vois. Non plus. Ouais, c'est vrai. Mais rester dans le monde des moldus, comme tu dis, parce que je trouve que ce terme est très drôle et il n'y a rien de péjoratif, c'est juste que c'est drôle, voilà. Je trouve, moi, personnellement, ça me fait du bien aussi parce que ça me permet de garder les pieds sur terre. Et je ne veux surtout pas ne plus avoir les pieds sur terre. Je veux rester moi, je veux rester humble, je veux pas me prendre pour ce que je suis pas, tu vois. Et je trouve que j'ai peur, en fait, de ça. Que si tu évolues que dans un monde d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, j'ai peur qu'on déconnecte de la réalité. Moi, j'ai un moldu à la maison. Tu vois, mon mec, c'est vraiment un moldu, pour le coup. Tu vois, il travaille dans le social, en plus. Et tu vois, il est directeur de foyer de jeunes travailleurs, donc il accueille tous les jours des jeunes qui parfois ont vécu à la rue pendant des jours, parfois ont traversé la Méditerranée dans des conditions qui sont vraiment pas ouf.
Je pense que c'est mon équilibre de la force. Et un peu comme toi, j'ai ces 2 piliers-là. Et bon, bah, de toute façon, lui, en fait, rien qu'avec lui et mon enfant. Parce que, en fait, un enfant n'a pas de réalité d'entrepreneur quand il va vouloir empiler ses cubes. Tu vas devoir, falloir lui changer la couche, faire ci, là, je suis en train de lui apprendre à aller au pot. Enfin, voilà, tu vois, c'est des réalités où tu peux pas trop te déconnecter. Bien sûr. Et pour moi, c'est vraiment des personnes qui restent connectées à moi. Et j'essaye de toute l'énergie que je peux passer, que j'ai à consacrer à un monde qui n'est pas business, sont concentrés pour eux. Et plus, c'est trop dur pour moi, en fait. J'arrive pas à créer un 3e îlot de OK, en fait, je vais avoir des copines qui sont pas du tout entrepreneuses, parce qu'en fait, c'est trop d'énergie. Et donc, en fait, là, j'essaie juste de gérer ces 2 piliers, de faire en sorte qu'ils aillent bien, de mettre full énergie là-dedans. Ma boîte va bien, mon mec et mon enfant vont bien. Franchement, là-dedans, j'arrive à naviguer. Et en fait, c'est aussi une injonction que de se dire que tu dois, en fait, être une meuf qui est à la fois un mec, à la fois machin, à la fois va au sport tous les jours, à la fois a un groupe de copines machin. En fait, tu vois, voilà, c'est ça aussi, de se dire, c'est être aussi un peu sympa avec soi-même et de se dire, bon, bah, voilà, c'est mes 2 piliers du moment et peut-être qu'en fait, demain, il y en aura un autre, mais pour le moment, je suis pas capable de faire plus. J'ai un enfant en bas âge, j'ai fait une boîte. Là, franchement, c'est ça. Et c'est déjà tellement dur, en fait, que c'est OK de pas. Enfin, moi, je me dis que c'est OK de pas avoir des passions et des loisirs. On peut pas tout faire. C'est-à-dire que quand c'est... je pense que voilà, ta boîte, elle a pas non plus 10 ans. C'est les prémices. C'est de très belles années. Et je pense qu'on aura une autre vie. Tu vois, peut-être que dans 8 ans, on aura peut-être 3 boîtes. J'ai dit une connerie. C'est clair. Peut-être 3 enfants. 3 enfants. Mais peut-être qu'on aura plus de temps, de loisirs. Peut-être que ça sera mieux structuré, mieux géré. Enfin, moi, je me dis aussi que je sais pourquoi, là, je suis en mode run. Je sais quel est l'objectif derrière, mais je sais que je ne serai pas en mode run tout le temps. Et tu vois, il y a une fille, donc une entrepreneuse que j'aime beaucoup, Emeline Siron, qui elle m'a dit, enfin, elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a écrit sur Instagram et je lui ai dit, putain, mais c'est génial. Elle a écrit « Les vacances, ça fait partie de la performance ». Et je me suis dit « Putain, mais elle a tellement raison. Je ne suis pas partie en vacances depuis plus d'1 an. Là, je pars en vacances en octobre. » Trop bien, bravo. Laisse tomber. T'arrives à lâcher ? Mais je me pose même plus de questions, en fait. Je sens, tu sais, des fois que mon corps, il est en tension. Genre, je me suis tapé... bref, je vais pas te raconter ma vie, mais en septembre, j'ai eu 3 nuits d'insomnie, genre tension. C'est genre, j'étais sous tension, tu vois. J'ai dit, bon, OK, il faut vraiment que je prenne des vacances. Et c'est trop con. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Pour partir en week-end, pour partir en vacances. Et je voulais en venir à cette question de... Tu me parles d'équilibre de vie, tu parles du fait que tu arrives à accorder du temps à ton fils, à ton mec et à ta sphère entrepreneuriale. Est-ce que tu pars en vacances ? Est-ce que tu pars en week-end ? Est-ce que tu lâches prise un peu ? Est-ce que je pars en vacances ? Oui, je prends des vacances. Non, je ne crois pas. Oui, je prends des vacances. Ouais. Tu prends des vacances, des vraies vacances ? En fait, c'est ça aussi. Je trouve que c'est une injonction aussi de se dire que les vacances, il faut que tu coupes tout, il faut que tu parles pas, que tu ne penses pas à ta boîte. En fait, je pense que les vacances, c'est juste... Chacun sa définition des vacances. Et pour moi, c'est si te couper de ton business, ça génère plus de stress que de checker ton Instagram, ton WhatsApp tous les jours, une demi-heure par jour ou 10 minutes par jour. En fait, check ton WhatsApp 10 minutes par jour. Tu vois, si c'est ça, en fait, qui te permet d'être bien. Et pour moi, la question, c'est qu'est-ce qui te permet de récupérer de l'énergie ? Au-delà des vacances et de l'injonction parfois aussi à se dire ok, il faut que je coupe tout pendant 3 semaines et que machin, et que j'ai pas d'écran, injonction no écran, injonction que je no connexion déserte. Non mais tu vois, en fait la question c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant ou dès demain pour récupérer l'énergie. Et en fait moi la question que je me pose, c'est une question que je me pose tous les jours. Et donc les vacances, le concept de vacances pour moi, en fait j'attends pas les vacances pour récupérer l'énergie. Si demain je sens, là tu vois par exemple la fin de la semaine, hier je me suis pris la tête sur un truc. En fait, ce que je vais faire, c'est que ces 2 prochains jours, je vais lever le pied, je vais faire un truc que j'aime bien et je vais pas bosser. Quoi, tu vois, enfin, je vais moins bosser ou je vais juste me mettre en minimum service viable, tu vois. Et j'ai toujours cette possibilité de me mettre en minimum service viable parce que j'ai une équipe, parce que j'ai d'autres personnes, bien etc. Sûr. Et parce que t'es bien. On a tellement de choses dont je voulais parler, on n'a pas parlé. Parce que t'es très process et très bien structuré. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ce que je veux dire au travers de ça, c'est que, moi, ma définition d'être heureuse dans ma boîte, c'est de pouvoir non pas prendre des vacances 6 semaines, 10 semaines, 12 semaines, ça je m'en fous, mais c'est pouvoir débrancher comme je veux, quand je veux, et j'attends pas des vacances pour mettre en place des choses qui me font du bien. Voilà, ça c'est en gros mon rapport à la déconnexion et mon rapport à moi aux vacances, mais au même titre que, tu vois, mon associée Élise, elle a besoin, quand elle part en vacances, de faire 2 semaines, pas de portable, pas d'ordi, pas de truc, et full déconnexion. Et en fait,
travailler à deux, ça m'a appris aussi à respecter ça. Et la deuxième chose aussi, c'est effectivement les process. Aujourd'hui, moi, j'ai une boîte qui est très processisée. Je mets des gens qui appliquent des process ou je paye des gens à créer des process. Mais grosso modo, c'est magnifique. Que ça que je fais. Ça s'arrête là. Des étoiles dans les yeux. Et après, gérer les gens et les émotions des gens. Bien mais sûr. ça, c'est normal, tu vois. Bien sûr. Mais c'est ce que tu peux pas processiser pour le coup. Mais que tout ce qui n'est pas process soit que de la gestion en fait émotionnelle entre guillemets des gens, bien-être, performance, etc. Équilibre aussi. Et voilà. Et tout le reste est processisé, mais est possible aussi parce que j'ai une hélice dans ma vie. Non, mais grave. Voilà, en gros, grosso modo, les process libèrent beaucoup parce que si aujourd'hui, la boîte dépend plus de moi pour opérer le produit. Aujourd'hui, l'année prochaine, on va former 400 personnes. Bah, en fait, avec un temps minime de Nina, mais des personnes qui exécutent mieux que moi. Et la partie market, bah, pareil. Aujourd'hui, ça dépend pratiquement... Enfin, en tout cas, ça dépend beaucoup moins de moi. Mais ça veut pas dire que je fais rien, hein. Mais du coup... c'est pas les mêmes choses. Du coup, mon taf, c'est de gérer les gens qui le font. Complètement. Et on n'a pas parlé de ça, mais qu'est-ce que c'est dur de gérer les gens aussi. Quelle énergie il faut, enfin... Eux aussi, ils me gèrent. Non, mais alors, d'en arriver là, c'est beau, tu vois. Je me rappellerai toujours d'une interview, donc c'était la première année ou la deuxième année du podcast, avec Chloé Bloom. Ouais. Et elle m'a dit un truc qui était incroyable. Mais à l'époque, je le comprenais pas encore parce que j'étais toute seule, j'avais pas d'équipe. Elle me dit, tu sais, Sandra, moi, j'ai vraiment mis en place des choses qui me permettent de ne pas me faire pomper mon énergie par mon équipe. Mais justement, c'est on a inversé, tu vois, la balance. Du coup, ces équipes sont là pour elles et c'est plus l'inverse. Parce que quand tu sais pas trop manager, etc., tu peux vite te faire pomper parce que tu donnes tout, tu veux tout donner pour tes équipes. Moi, je suis totalement ce profil-là, je suis toujours dispo, je te donne tout. Et tu te vides, en fait. Tu te vides. Ouais, ça, je pense que c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est dans les étapes de l'entrepreneuriat, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui débarquent, mais pour moi, c'est étape 1, trouve un produit, vends-le à des gens. Ouais. Étape 2, fais le maximum d'argent avec ça et fais en sorte que... Enfin, le maximum, pas maximum, entre guillemets, mais entre guillemets... Bien sûr. Fais tourner le truc. Voilà, fais tourner le truc. Et après, effectivement, la troisième truc, c'est comment tu récupères du temps. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as plein de clients, mais t'as plus de temps. Donc au début, c'est trouver de l'argent. Après, t'as de l'argent, mais au début, t'as du temps, mais t'as pas d'argent. Après, t'as de l'argent, mais t'as plus de temps. Et c'est là où cette deuxième étape, elle devient importante, de mettre des gens à ta place pour récupérer du temps, pour le coup. Et dans cette étape-là, effectivement, là où je trouve que c'est dur, et je te rejoins totalement, c'est avoir une team avec laquelle tu arrives à gérer les distances, à gérer les besoins, à gérer les émotions. Et ça, franchement, c'est super dur. Et en même temps, moi, tu vois, les outils que j'arrive à apprendre un peu, c'est le dev perso. Tout ce qui est facilitation, human design, disque et tout. Trop bien. Tu vois, je prends plein d'outils et je trouve que c'est super important, en fait, d'avoir ça dans sa boîte à outils. Parce que... Enfin, même moi, je galère, hein, franchement, tu vois, je vais pas dire je galère pas, hein, franchement, c'est super dur. Hier, quand je te disais, je me prenais la tête, typiquement, c'est un sujet humain, tu vois, qui me prend la tête. C'est plus des sujets argent maintenant, beaucoup moins, mais ça devient des sujets humains, et en fait, ça me bouffe, quoi. Moi, ça me bouffe, je suis très sensible. Et ouais, c'est challengeant, on va dire. Mais un jour, je me dis, ça se trouve, c'est Elise qui va prendre tout ça et moi, je dirais sur les cocotiers, c'est tout. Toi, tu seras là sur des cocktails. Tout va bien ? Super. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, bon, est-ce qu'on veut ça ? Non. Ouais, voilà. Le jour où c'est ça, je ferai une autre boîte et puis voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Le jour où on aura trop de temps. Parce que c'est marrant parce que, tu vois, j'ai l'impression d'être, du coup, un cran derrière toi dans l'évolution dans l'aventure entrepreneuriale. Et du coup, toi, parce que tu me parles de disques, de machin, de process de structuration d'entreprise. Moi, j'entre là-dedans. J'entre là-dedans. Donc, je suis à l'étape, et c'est marrant, du coup, de voir qu'on passe tous par les mêmes étapes, tu vois. D'où l'intérêt d'être ensemble aussi. Tellement. Là, t'as une équipe de freelance avec lesquels tu bosses ? Ouais. Ok, t'en as combien ? J'en ai une vingtaine. Ok. Après, t'en as qui sont tout le temps avec moi, donc t'as moins d'une dizaine de personnes qui sont tout le temps avec moi. Et après, t'as d'autres freelances qui sont plus... Donc, t'as 10 personnes qui sont directement branchées à toi ? Moins de 10. Je dirais, 6, 7. Ok, 7 personnes qui sont directement branchées à toi. Donc, potentiellement, 7 personnes à qui tu dois donner de l'énergie, quoi. Oui, complètement. Moi, j'appelle ça le cœur du réacteur. Et ma question que je me suis posée, c'est peut-être que je peux te donner ça, mais combien t'es capable d'alimenter de personnes et quel est ton rôle pour ces personnes ? Et tu vois, la question que je me suis posée, moi, je me suis dit, ok, moi, je suis la prise à laquelle on vient se brancher pour prendre de l'énergie. Et je me rends compte. Oh non. Ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais, non. Non, je ne veux pas être la prise, s'il vous plaît. Tu vois, en fait, moi, tu vois, c'est là où je me rends compte que j'apportais de la valeur et que j'étais importante pour l'équipe. Je leur ai demandé, en fait, qu'est-ce qui est important pour vous ? Et du coup, je me suis dit, combien de personnes je peux brancher à moi ? Il y a combien de prises dans la multiprise ? Ouais, t'es le générateur. Et en fait, moi, il y a 2 personnes, il y a Élise et Julia,
et tout le reste, c'est pas possible. Qui elles-mêmes sont branchées du coup. Qui elles-mêmes sont branchées, sont les multiprises d'autres personnes, tu vois. Et en fait, la question c'est quoi ton rôle? Et enfin moi c'était d'être la prise, tu vois. Peut-être que je sais pas. C'est une question intéressante à leur poser. En tout cas, moi, la question qui a changé, c'est pour plus loin quoi tu as besoin de moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que je t'apporte? Et focus sur la valeur que tu apportes. Et parfois, moi, je me rendais compte que je pensais apporter de la valeur pour un truc, en fait, pas du tout. Genre, elles n'ont pas besoin de moi pour des trucs que moi, je pense qu'elles ont besoin de moi, en fait. Non. C'est moi qui m'invente des trucs. Trop bien. Et par contre, sur les trucs dont tu as besoin, comment c'est réalisable? Voilà, grosso modo, ce que j'ai appris. C'est pas grand-chose, mais j'en suis là. Non, mais c'est super. Je trouve que tu as un process de réflexion qui est vachement organisé, vachement intelligent, contrairement à moi qui suis en mode tu vois, genre, et puis tu trouves des solutions au passage parce que ça devient logique finalement. C'est la créativité en fait. Je pense que t'es plus créative. Moi je suis ingénieure en chimie en fait, tu vois. Donc moi je suis la créativité, c'est vrai. Moi c'est l'horreur. Quand j'arrive ici, je trouve c'est trop beau. Je me dis putain, c'est magnifique, c'est super créatif. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un environnement méga créatif. Je vois bien que dans ce que tu fais, tu vois l'histoire des papiers, du petit mot et tout. Je me dis c'est ta zone de génie, tu vois. Et en fait la question c'est comment tu peux te créer un environnement qui te laisse dans ta zone de génie et tu vois moi la zone de génie c'est créer des process et voilà et structurer des choses parce que c'est mes études et peut-être que toi ta zone de génie c'est autre part et en fait la question c'est quelle place tu peux avoir dans ta boîte là où tu apportes le plus de valeur, là où c'est le plus important pour ta boîte et te dégager de tout le reste en fait. Parce que si toi là où tu apportes le plus de valeur c'est créer les meilleures interviews et pas du tout faire des rétro-planning. Par exemple. Ouais. C'est marrant. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est trop intéressant. Bon, Nina va rester ici la journée, finalement. On change les plans. Non, je rigole. Pour terminer cet échange qui est, franchement, c'est tellement intéressant. Nina, je suis contente de t'avoir rencontrée. T'as vraiment des putains de réflexions... C'est super intéressant pour moi et pour les auditrices. Et je pense que même si, tu vois, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce podcast, il aide les salariés à se préparer. Elles sont en mode préparation. Un peu comme Inoxtag qui s'est préparée pour faire l'Everest. Elles, c'est pareil. Elles sont en mode, elles se préparent. Et donc, de savoir tout ça, c'est un peu comme le postpartum. On ne te dit rien. T'arrives, tu peux plus t'asseoir pendant 15 jours, c'est l'enfer. Et plus, franchement, c'est horrible quand t'es pas au courant. Moi, j'étais pas au courant, perso. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut être au courant d'un minimum de choses, des étapes. Putain, c'est génial si tu connais déjà les étapes. Tu peux les anticiper. Tu peux avoir mené des réflexions comme ce que tu viens de nous partager. Et je trouve que c'est hyper important. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir d'être là, de partager tout ça. Et effectivement, moi, tu vois, avant d'entreprendre, pour celles qui nous écoutent, avant d'entreprendre, je passais ma vie à regarder des vidéos. À l'époque, c'était de The Family. Et franchement, tu vois, je regardais ça comme je regardais Netflix le soir en rentrant chez moi. Au lieu de regarder Netflix, je regardais ça. Et je bouffais ça H24. Mais alors, eux, ils s'adressaient aux startups. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est un autre univers. Ils parlaient d'équipes, de scale, de produits, de tech. C'est un autre univers, c'est vrai. En fait, c'était pas applicable à ceux... à moi, mais en fait c'est important de créer du rêve et tu vois aussi de se projeter. Bien sûr. Et même si tu vois moi ça s'applique pas aujourd'hui, je fais pas de start-up, mais rien que de voir ces vidéos, ça m'a donné beaucoup de jus, beaucoup d'énergie et parfois regarder des choses des personnes qui sont l'étape d'après, mais aussi 3 étapes après, 5 étapes après, 10 étapes après. Ça peut te donner juste l'énergie et l'envie. Et le but, je trouve, dans ce qu'on fait et dans ce que toi tu fais, dans ce que toi tu proposes et ce que je trouve génial dans l'existence de ce type de format et de contenu, ton but, c'est de créer de l'action chez les gens. C'est de faire en sorte que les gens, ils aient envie de bouger. Et peut-être que c'est en écoutant Nina qui est en train de raconter comment elle applique la méthode DISC à son équipe. Peut-être que ce sera en train d'écouter quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est juste comment tu crées du rêve. Enfin, pas du rêve, mais du rêve, un petit peu du désir, de quelque chose de moteur, en tout cas. Rêve, désir, t'appelles ça comme tu veux, pour passer à l'action aujourd'hui. Et donc, la question qu'on peut poser aux gens, c'est quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place dès demain pour aller vers ton ambition. C'est complètement ça. Et c'est ça, toutes les invitées qui passent au micro des locomotives, elles donnent l'élan, en fait. C'est ça, l'élan, tu exactement. Vois, c'est l'élan que nous, on n'a pas eu, que moi, j'ai pas eu quand je me suis lancée. J'étais perdue, j'avais pas de rôle modèle, comme tu parlais tout à l'heure. Je me suis dit, putain, mais en fait, en France, on manque cruellement d'inspiration. Ouais. Il faut donner de l'inspiration, il faut donner de l'élan, parce que sinon, on n'arrivera jamais à péter tous ces schémas de pensée qu'on a, dans lesquels on est enterré. C'est compliqué, donc c'est exactement ça. Ouais, on donne l'élan. Il y avait peu de références, tu vois. Moi, il y avait The Family, et en fait, c'était pas du tout adapté à moi. Déjà, c'était
beaucoup de mecs tech. Après, il y avait Alice, tu vois, mais surtout, tu vois, les gens qui prenaient la parole, c'était surtout des hommes. C'était très tech et je me reconnaissais pas. Et c'est cool qu'il y ait des nouveaux formats qui sont pas forcément adaptés parce que tu fais pas forcément des startups. Ouais. Tu vas peut-être juste être freelance. Ouais, et c'est bien, tu vois. Tu vas peut-être faire, je sais pas, du consulting. Peut-être que tu vas... et c'est OK. Et c'est plus on créera de voix différentes et plus ce sera cool. Donc, merci... voilà, d'exister et de faire un podcast comme ça parce que moi j'aurais adoré avoir ça, quoi. Ouais, exactement. Et merci à toi pour ta transparence. Franchement, c'était hyper chouette que tu partages tout parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intimes, tu vois, tu rentres dans des détails, donc pas si intime que ça, mais bon, voilà. T'es quand même rentrée, je trouve, dans les détails et t'as été transparente, donc c'est chouette. Merci. Est-ce que Nina, tu peux regarder cette petite caméra in the middle? Et puis tu fais un petit mot d'adieu à toutes les filles qui nous regarderont sur YouTube de la manière dont tu le souhaites. D'adieu, pas d'adieu, de revoir. Ouais. Voilà, vous avez passé potentiellement 1 heure si vous êtes encore là à nous écouter. C'est ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour accéder à ton rêve, ton ambition. Si tu es là, c'est que potentiellement tu as envie d'entreprendre. Peut-être que tu entreprends déjà et que tu as envie de passer à l'étape supérieure. Et donc la question, c'est quelle est la plus petite étape que tu peux mettre en place? Quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place dès maintenant pour avoir une étape supplémentaire, un chemin supplémentaire vers là où tu as envie d'aller? Top. Et merci les filles, merci de nous suivre. Pour celles qui ont regardé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Si Nina a dit des choses qui ont été percutantes pour vous, qui ont résonné en vous, n'hésitez pas à faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Vous pouvez dire en commentaire la plus petite action que vous allez mettre en place. Ouais. Ça peut être... c'est une bonne idée. Ça peut être créer une adresse mail, ça peut être... poster mon premier post sur LinkedIn, mentionnez-moi d'ailleurs si c'est le cas, comme ça je viendrai vous voir. Ça peut être envoyer un message à Sandra, enfin ça peut être plein de petites choses. Carrément. Mais souvent on voit le haut de la montagne alors que ce qui compte c'est la plus petite action que tu peux mettre en place maintenant qui te mettra dans l'énergie de la locomotive. C'est exactement ça. Salut, bye bye, à mardi prochain. Ciao, ciao. Salut. À mardi. Alors Nina revient mardi. À mardi.